Je dirais que la Chine se préoccupe toujours beaucoup de savoir si elle a suffisamment d'amis dans le monde, tandis que les États-Unis semblent surtout préoccupés de savoir s'ils ont assez d'ennemis. La Chine est une force positive. La Chine souhaite promouvoir la paix, la stabilité et le développement, non seulement pour elle-même, mais pour l'humanité tout entière. Parmi les 140 pays du monde qui considèrent la Chine comme leur principal partenaire commercial, aucun n'a été menacé avec une arme pointée sur la tempe. Traitez uniquement avec la Chine. Achetez uniquement des produits chinois. Et lorsque vous vendez vos marchandises au reste du monde, ne les vendez à aucun autre pays. Vendez uniquement à la Chine. Non, nous pratiquons le libre-échange. Nous pratiquons la véritable liberté et la véritable ouverture dans nos échanges. La Chine excellera vraiment dans l'excellence. Et la Chine deviendra l'un des pays les plus importants et les plus influents du monde, comme elle l'a été au cours des 5000 dernières années. Merci beaucoup, Victor Gao, de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je suis très heureux d'être à Pékin et de vous rencontrer. J'admire votre travail depuis longtemps, alors merci infiniment. Merci de m'accueillir. Pour que le public le sache, Victor, vous êtes vice-président du Center for China and Globalization, ainsi que professeur titulaire à l'Université de Suzhou. Vous avez une grande expérience médiatique sur les relations sino-américaines. J'aimerais donc commencer par Donald Trump, l'ère Trump dans les relations entre les États-Unis et la Chine, en évoquant le fait qu'il y a beaucoup de discussions actuellement sur un dôme doré, les États-Unis prévoyant de construire un système de défense antimissile. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a récemment déclaré qu'il fallait arrêter cela, que les États-Unis devraient renoncer à ce projet et abandonner cette idée. Nous avons également constaté que la Chine, tant sur le plan militaire que diplomatique, s'est montrée plus affirmée ces derniers temps. La Chine a déclaré qu'elle était prête à mener tout type de guerre. Elle a réagi fermement à la guerre commerciale menée par les États-Unis et par Trump. De plus, lors du conflit entre l'Inde et le Pakistan, nous avons vu que certaines armes chinoises, les JCC, ont été mises en avant pendant ce conflit. Que pensez-vous de la situation actuelle des relations entre les États-Unis et la Chine à l'ère Trump, au vu de ces développements? Eh bien, je dirais qu'à ce moment de l'histoire humaine, l'humanité est confrontée à un choix, la paix ou la guerre. Et le dôme d'or est une tentative majeure de militariser l'espace extra-atmosphérique, ce qui est très dangereux. L'humanité a déjà connu trop de guerres, trop de souffrances sur Terre. Si vous voulez militariser l'espace, vous ne savez pas quelles en seront les conséquences. Donc, je pense que la Chine a raison d'appeler à l'arrêt de la tentative de militarisation de l'espace. Bien que chaque pays dans le monde ait un intérêt légitime à protéger sa propre souveraineté et son intégrité territoriale, personne ne devrait vraiment exagérer la situation au point de militariser l'espace extra-atmosphérique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Chine n'a jamais été agressive, selon la définition de ce mot. La Chine a toujours été très forte et très ferme dans la défense de ses droits légitimes, y compris sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et si un pays tente de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, celle-ci ripostera. Ce n'est pas de la belligérance. Je dirais que c'est vraiment la ferme détermination de la nation chinoise sous la direction du gouvernement chinois et du parti au pouvoir. Je pense donc qu'il faut être très attentif à ce que représente la Chine. La Chine a été une force majeure pour la paix et la stabilité dans le monde, ainsi que pour le développement, non seulement pour la Chine, mais pour tous les acteurs mondiaux. Vous avez évoqué récemment le conflit entre l'Inde et le Pakistan.
en particulier la guerre aérienne, impliquant les forces indiennes et pakistanaises. Je dirais que, d'après ce que je sais, la confrontation entre l'Inde et le Pakistan a été déclenchée par l'Inde, car nous savons qu'il y a eu une attaque terroriste ayant entraîné la mort de civils, ce qui doit être condamné. Mais aucun pays ne devrait profiter de ce moment pour tenter de lancer une campagne militaire contre l'autre pays. Je pense que le Pakistan a eu raison de demander une enquête approfondie pour déterminer qui était réellement responsable de cette attaque terroriste. Et le comportement de l'Inde, qui a mobilisé et lancé des frappes à l'intérieur du Pakistan, était selon moi non provoqué. L'Inde et le Pakistan auraient vraiment dû s'engager l'un envers l'autre sur des bases pacifiques et essayer de résoudre ce problème de manière pacifique, plutôt que par un conflit militaire. Mais finalement, lorsqu'il y a eu une confrontation impliquant un grand nombre d'avions des deux côtés, indiens et pakistanais, je dirais que le côté pakistanais réagissait aux initiatives de l'armée indienne. Le résultat est clair pour tous. Je pense que, même si le gouvernement indien a une version différente de la vérité, le monde sait que les Indiens ont subi des pertes importantes, certains de leurs avions les plus avancés ayant été abattus par le camp pakistanais. Je pense donc que nous sommes à un moment de vérité. Je crois que la guerre doit toujours être le dernier recours, et aucun pays ne devrait être désireux d'y recourir. Dans la confrontation indo-pakistanaise, ce qui m'inquiète le plus, c'est la décision du gouvernement indien de détourner l'eau de l'Indus, car cela va réellement causer beaucoup de difficultés et de souffrances à des millions de personnes en aval. J'ai appelé l'Inde, le Pakistan ainsi que la Chine à s'asseoir ensemble pour signer une sorte de traité ou d'accord entre eux, afin qu'aucun pays ne soit autorisé à détourner l'eau de manière aussi agressive, provoquant ainsi des préjudices et des difficultés pour les populations de la région en aval. Car le fleuve Indus prend en fait sa source dans la région tibétaine de la Chine. Et si l'Inde est autorisée à détourner l'eau de cette manière, privant ainsi la population pakistanaise en aval de l'utilisation de l'eau, alors il devrait exister un mécanisme pour empêcher ce type de violation. Car je crois sincèrement que détourner une telle quantité d'eau, entraînant par exemple un lit de rivière asséché dans les régions en aval, devrait être considéré comme un crime de guerre en temps de guerre, ou comme un crime contre l'humanité en temps de paix. J'espère que la Chine, l'Inde et le Pakistan pourront vraiment s'asseoir ensemble et parvenir à un accord ou un arrangement plus équitable afin qu'aucun pays ne soit autorisé à détourner l'eau de manière aussi massive, au point de priver un autre pays des moyens de subsistance, de la paix et de la stabilité de sa population en aval. Compte tenu de ce qui s'est passé dans ce conflit et du fait qu'il se poursuit, que pensez-vous des rapports sur le rôle de la Chine? Car comme vous l'avez dit, votre recommandation est qu'il y ait un traité et des pourparlers de paix entre tous ces acteurs. Mais les rapports dans les médias occidentaux se sont principalement concentrés sur les armes chinoises dont dispose le Pakistan et sur leur efficacité, par exemple le J-10C. Je suis curieux de connaître votre avis sur ces rapports et ce qu'ils révèlent, car je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment sur le déclin des États-Unis sous Donald Trump et sur l'ascension de la Chine qui devient de plus en plus évidente, notamment ici, mais aussi dans d'autres domaines, en particulier sur le plan économique. Eh bien, tout d'abord, la Chine et le Pakistan se respectent vraiment mutuellement. Nous nous considérons comme des frères et sœurs, et les deux pays interagissent véritablement sur un pied d'égalité et coopèrent pleinement ensemble. Le Pakistan est l'un des rares pays au monde à produire conjointement un avion de chasse, le Shaolong, avec la Chine. La Chine aide le Pakistan sans réserve, en lui fournissant ce dont il a besoin
en matière de matériel et de logiciels militaires. Je pense que l'engagement de la nation chinoise a aidé le Pakistan à défendre ses intérêts légitimes, y compris la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, est gravé dans le marbre. Aucun pays ne devrait donc douter que la Chine sera ferme et résolue à aider nos frères et sœurs au Pakistan à défendre leurs intérêts légitimes. C'est un point important. D'après ce que je comprends de ce qui s'est passé lors de cette guerre aérienne entre l'Inde et le Pakistan au début du mois de mai, je pense que d'un côté, l'armée indienne utilise du matériel et des logiciels fournis par de nombreux pays différents. C'est un peu un assemblage hétéroclite, alors que le matériel et les logiciels militaires chinois sont fabriqués à 100% en interne, donc entièrement produits localement. Cela fait une grande différence, car si vous avez des systèmes, des armes, des bombes, par exemple, et du matériel et des logiciels provenant de plusieurs fournisseurs, l'intégration de tout cela dans un système cohérent est un défi en soi. Et puis en matière de guerre, une fraction de seconde signifie la vie ou la mort. Donc, je pense que du côté indien, j'espère qu'ils feront vraiment de grands progrès dans l'industrialisation, la fabrication, la production, etc., afin qu'ils parviennent finalement à l'autosuffisance dans la production de leurs propres armes, plutôt que de dépendre de tant de fournisseurs, des Français, des Russes, des États-Unis, de nombreuses autres sources, par exemple. Cela en soi est une sorte de recette pour le désastre. Tandis que du côté pakistanais, je pense qu'ils coopèrent pleinement avec la Chine et nous partageons beaucoup de choses. Et comme l'a démontré cette guerre aérienne, je pense que les avions du côté indien opèrent encore plus ou moins de manière isolée. Un avion est un avion au sens traditionnel du terme, tandis que le J-10CE du côté pakistanais opère en réalité dans un cadre beaucoup plus dynamique. J'ai toujours dit qu'il s'agissait en quelque sorte d'une fusion de l'espace, de l'air, de la terre, de la mer et du sous-marin, les 5 dimensions fusionnées en une seule. On obtient ainsi un cadre global et holistique, et l'avion n'est qu'une rampe de lancement. Il ne représente pas la totalité de l'histoire, car il capte réellement des données qui ne proviennent pas uniquement des systèmes ou instruments de l'avion. En fait, ils sont alimentés par toutes les données provenant, par exemple, des AWACS, d'autres drones, de stations au sol, d'informations satellites, etc. Ainsi, à terme, les avions pakistanais pourraient réellement synthétiser toutes ces données collectées par différentes plateformes et les intégrer dans ce système global. Et ensuite, parce qu'ils ont la capacité de voir plus loin que l'autre camp, leurs missiles peuvent frapper à une plus grande distance que ceux de l'autre camp. Le résultat est donc un franc succès. Cela démontre les capacités du matériel et des logiciels militaires chinois. Cela signifie également que la Chine est bien placée pour faire face à toute menace militaire contre sa souveraineté et son intégrité territoriale. La Chine est aussi pleinement prête à aider des pays comme le Pakistan, qui sont des amis proches, des frères et des sœurs, sans aucune réserve, en leur fournissant les meilleures armes et systèmes possibles, afin qu'ils puissent défendre leurs propres droits légitimes, leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Je dirais que la bataille aérienne entre l'Inde et le Pakistan, en raison de son ampleur, du nombre d'avions impliqués, et aussi du résultat déséquilibré, 1 contre 6 ou peu importe, constitue un tournant dans l'histoire de la guerre moderne. Cela signifie qu'il existe une autre manière de mener une guerre. Et la Chine, étant tellement attachée au maintien de la paix et de la stabilité, deviendra un acteur plus puissant et plus influent pour promouvoir la paix plutôt que de se précipiter vers la guerre. Dans la philosophie chinoise, la guerre est toujours le dernier recours, jamais le premier. Et j'espère qu'entre l'Inde et le Pakistan,
ils prendront conscience que la guerre ne devrait jamais être envisagée, sauf en dernier recours. Et entre la Chine et l'Inde, nous devrions tous avoir la rationalité et la sagesse de ne pas utiliser la guerre comme premier choix. Eh bien, c'est intéressant que vous disiez cela, Dr. Gao, car les États-Unis, l'administration de Donald Trump, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, ont évoqué la guerre avec la Chine dans le cadre de la dissuasion. J'entends cela tout le temps de la part du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Il dit que nous devons dissuader la guerre avec la Chine, insinuant que la Chine serait la partie agressive ici. Et nous voyons maintenant qu'il y a des exercices militaires, des exercices conjoints avec les Philippines et les États-Unis. Il y a eu beaucoup de colère du côté chinois concernant le déploiement de missiles anti-navires aux Philippines pour combattre une éventuelle guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Quelles sont vos réactions à cela, compte tenu de cette situation? Il y a, je pense, un véritable fossé dans la compréhension. Vous dites que la Chine est un acteur et une partie qui cherche à instaurer la paix. Les États-Unis disent exactement le contraire et prennent ensuite toutes ces mesures et actions pour poursuivre la guerre. Eh bien, si l'on regarde l'histoire mondiale depuis la fin de la guerre froide, plus ou moins en 1991, le bilan de la Chine est qu'elle n'a pas été impliquée dans une seule guerre. Donc le bilan de la Chine est de 0 guerre. Alors que pour les États-Unis, ils ont été impliqués dans une guerre après l'autre, un conflit après l'autre, dans de nombreux endroits du monde. On parle de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie et de bien d'autres endroits, par exemple, l'Europe de l'Est. Je pense donc que le bilan est gravé dans la pierre. Toute personne décente et ayant un minimum de sens historique peut constater dans combien de guerres les États-Unis ont été impliqués et dans combien de guerres zéro la Chine a été impliquée. Et cela en soi est une indication très éloquente pour savoir si la Chine utilise la guerre comme priorité absolue de sa diplomatie, ou si ce sont les États-Unis qui utilisent la guerre pour résoudre les problèmes qu'ils se définissent eux-mêmes. Voilà le premier point. Deuxièmement, je pense que la philosophie de la Chine à travers les âges a toujours enseigné que la guerre doit être considérée vraiment comme un dernier recours. Cela ne signifie pas que l'on n'est pas fort. Je pense que pour les pays qui sont forts et puissants, il faut tout de même être très prudent et réfléchi avant d'envisager le recours à la guerre. Et la philosophie chinoise nous dicte toujours que la guerre doit toujours être le dernier recours. Il faut épuiser toutes les autres options, diplomatie, médiation, négociation, toutes sortes d'intermédiations, bons offices de tiers, etc., avant d'envisager la guerre. Or, nous vivons aussi à l'ère nucléaire, n'est-ce pas? Si vous comparez la philosophie chinoise à la philosophie américaine, vous devriez être surpris. La philosophie de la Chine, c'est que la Chine ne sera jamais le premier pays à utiliser des armes nucléaires contre un autre pays. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Chine n'utilisera jamais d'armes nucléaires contre des pays non dotés de l'arme nucléaire ou des régions non nucléaires. Et la Chine n'utilisera des armes nucléaires qu'en représailles à une attaque nucléaire contre la Chine, ou je dirais en cas de violation très grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine. Alors que d'autres pays ne renoncent jamais au droit de premier usage des armes nucléaires. Ils considèrent l'utilisation des armes nucléaires comme faisant partie de leurs droits, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut comparer la Chine et les États-Unis en termes de philosophie de la guerre, en termes de droit ou de renoncement au droit de premier usage des armes nucléaires dans différentes circonstances. Et je dirais aussi que la Chine se préoccupe toujours beaucoup de savoir si elle a suffisamment d'amis dans le monde. Alors que les États-Unis semblent se préoccuper énormément de savoir s'ils ont suffisamment d'ennemis dans le monde.
Je pense donc que la Chine se rend dans différentes régions du monde, essaye de commercer, vous aide à construire des ponts, des chemins de fer, des autoroutes, des barrages de toutes sortes, et cherche à cultiver l'amitié et à promouvoir des situations gagnant-gagnant. Alors que, par exemple, les États-Unis, compte tenu de leur immense richesse et de leur influence, de leur puissance économique et financière à leur disposition, ne construisent aucun projet de connectivité significatif nulle part dans le monde. C'est incroyable. Je pense que toutes ces guerres ont détruit non seulement des infrastructures matérielles de toutes sortes, mais aussi des centaines de milliers de vies à travers le monde. Voilà le contraste. J'espère que les États-Unis réfléchiront vraiment davantage à la paix plutôt qu'à utiliser la guerre comme moyen de résoudre leurs problèmes. Étant donné ce que vous venez de dire, comment percevez-vous ou comment voyez-vous ces manifestations spécifiques de ce que je considère comme l'antithèse de votre espoir? Vous espérez voir la paix, mais les États-Unis participent à Balikatan. D'énormes exercices militaires avec les Philippines, ils déploient ces missiles et se préparent à la guerre. Je crois que Pete Hegseth dit quelque chose comme « se préparer à la guerre du futur avec la Chine » et que pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. Que pensez-vous de cette approche? Parce que vous savez, alors que nous parlons, les États-Unis testent également des missiles balistiques intercontinentaux prêts à l'emploi nucléaire, affirmant vouloir dissuader une guerre avec la Russie et la Chine. Et comme vous l'avez mentionné, la puissance nucléaire de la Chine, celle des États-Unis, il y a un énorme fossé dans leurs approches respectives. Quelle est donc votre évaluation de cette menace de guerre entre les États-Unis et la Chine, étant donné qu'il semble y avoir des trajectoires très divergentes que ces deux pays empruntent? Eh bien, ma propre conviction est l'inévitabilité de la paix entre la Chine et les États-Unis. Je suis parvenu à cette conclusion après une analyse très approfondie de la situation impliquant la Chine et les États-Unis, et surtout après la publication d'un livre écrit par un professeur très renommé de Harvard, intitulé Destined for War, qui proposait la théorie du piège de Thucydide. Maintenant, je suis convaincu que considérer cette théorie du piège comme applicable à la Chine et aux États-Unis est une erreur, car l'auteur, très respecté et que j'estime beaucoup, a réalisé un excellent travail académique en analysant les cas de guerre dans l'histoire humaine et a élaboré cette théorie selon laquelle la puissance montante défie la puissance établie, ce qui conduit le plus souvent à la guerre. Je pense que l'auteur renommé oublie d'informer l'humanité que tous les cas de guerre qu'il a analysés étaient des guerres conventionnelles, alors que la Chine et les États-Unis sont tous deux des puissances nucléaires très importantes. Par conséquent, si l'on veut appliquer les conclusions auxquelles vous êtes parvenus de manière très académique, très brillante, en analysant des guerres conventionnelles à des puissances nucléaires, on ne peut pas vraiment refléter la réalité. Cela devient une erreur si, par exemple, les gens repartent avec la conviction que la Chine et les États-Unis sont voués à la guerre. C'est pourquoi j'ai tiré ma conclusion. La guerre n'est pas une option entre la Chine et les États-Unis, et la guerre ne devrait en aucun cas être une option pour la Chine et les États-Unis. Pourquoi? Parce que toute guerre entre la Chine et les États-Unis pourrait rapidement passer d'une guerre conventionnelle à une guerre nucléaire. Et dans une confrontation nucléaire, il n'y aura aucun vainqueur. La Chine et les États-Unis seraient tous deux anéantis. Et entre les deux, ce serait l'Armageddon pour l'humanité. Alors, quel est l'objectif des États-Unis s'ils veulent s'engager dans une guerre avec la Chine? Croient-ils vraiment, ou se complaisent-ils dans l'illusion, qu'ils pourraient anéantir la Chine avec ses 1,4 milliard d'habitants, tandis que les États-Unis resteraient plus ou moins indemnes? Non, ce ne sera pas le scénario.
Si une guerre éclate entre la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes économies du monde aujourd'hui, toutes deux lourdement armées, tant en armes conventionnelles qu'en armes nucléaires, il n'y aura aucun vainqueur. Nous serons tous perdants, les 8 milliards d'habitants de la planète. Je veux donc secouer ces décideurs à Washington, au Pentagone et dans l'État profond. N'ayez jamais la folie de vous lancer dans une guerre contre la Chine. Engagez-vous avec la Chine dans la paix et croyez, comme j'en suis convaincu, en l'inévitabilité de la paix entre la Chine et les États-Unis. Il existe de nombreux problèmes entre les deux pays. La Chine possède une civilisation de plus de 5000 ans. Les États-Unis n'ont guère plus de 250 ans depuis leur indépendance, par exemple. Les deux pays sont très très différents. Ma philosophie a toujours été « ton Dieu pour toi et mon Dieu pour moi ». N'essaie jamais de m'imposer ton Dieu et je n'essaierai jamais de t'imposer le mien. J'espère que ce sera la grande tendance entre la Chine et les États-Unis. En attendant, nous pouvons nous permettre le luxe de résoudre tous les problèmes dans la paix, par la négociation, par les bons offices de toutes sortes, et veiller à ce que le peuple américain et le peuple chinois soient tous deux gagnants. Si la Chine et les États-Unis sortent tous deux gagnants de notre engagement, l'humanité gagne. Si la Chine et les États-Unis perdent tous deux, surtout dans le contexte d'une guerre, l'humanité subit un holocauste. Avec ce que vous dites, je voulais simplement vous demander alors, pourquoi vous pensez, et peut-être même du point de vue de la Chine et du peuple chinois, que les États-Unis poursuivent cette voie, comme vous l'avez dit, en s'adonnant à la guerre? Eh bien, je partage cet espoir avec vous, Dr. Gao, que les États-Unis ne s'y adonnent pas. Mais étant donné les actions du Pentagone, vous avez mentionné l'État profond et les cercles de politique étrangère aux États-Unis, il semble que cette complaisance ait lieu. Il y a le renforcement militaire en mer de Chine méridionale. Il y a des discussions constantes, même discrètes. On ne l'entend pas autant dans les médias grand public parce que l'administration Trump a tellement de fer au feu. Mais chaque jour, dans les médias occidentaux traditionnels, on peut trouver des discussions sur Taïwan qui se prépare à ce conflit. L'Indo-Pacific Command essaie toujours d'estimer quand cette guerre pourrait éclater. Alors, Dr. Gao, pourquoi, si cela doit mener à une situation d'Armageddon pour l'humanité, les États-Unis poursuivraient-ils cette voie? Eh bien, je dirais que selon moi, Washington est en proie à deux cauchemars. Le premier cauchemar, c'est qu'il considère la Chine comme une menace grandissante. À chaque fois qu'ils regardent par-dessus leur épaule, ils voient la Chine qui les rattrape. Ils craignent donc que la Chine finisse par dépasser les États-Unis. Maintenant, tout dépend de la façon dont on le définit, n'est-ce pas? Si l'économie américaine est la plus grande selon le taux de change officiel, la Chine est la plus grande en parité de pouvoir d'achat. Les derniers chiffres indiquent que la Chine représente déjà environ 130% de l'économie américaine, si l'on prend la parité de pouvoir d'achat comme référence. Pour ma part, je crois ce que dit Elon Musk. Il affirme qu'au milieu de ce siècle, la taille de l'économie chinoise sera le double, voire le triple de celle des États-Unis. Même aujourd'hui, si l'on regarde toute une série de domaines, par exemple la production de fer et d'acier, la production d'énergie, la fabrication d'automobiles de toutes sortes, et bien d'autres choses encore, la production chinoise n'est pas seulement supérieure à celle des États-Unis, mais elle représente parfois plus de 50% de la production mondiale. Et c'est la réalité. Donc Washington ne devrait pas faire semblant que cela n'arrive pas, n'est-ce pas? Et tôt ou tard, que ce soit selon la mesure de la parité de pouvoir d'achat, ce qui est déjà en train de se produire, ou selon la mesure du taux de change officiel, ce qui, je pense, arrivera probablement d'ici 2030 ou au plus tard en 2035, la Chine dépassera les États-Unis.
Et d'ici le milieu de ce siècle, selon les termes chinois, 2049, ou selon d'autres analyses économiques, par exemple d'ici 2050, l'économie chinoise pourrait être 2 fois plus grande que celle des États-Unis. C'est inévitable. C'est la grande tendance de notre époque. Personne ne devrait perdre sa sérénité ou sa tranquillité en s'inquiétant de la croissance de la Chine. La Chine, tout au long de son histoire, a été, sinon du moins, l'une des plus grandes économies de l'histoire humaine. Et le déclin de la Chine a commencé plus ou moins en 1840, lorsque les Britanniques ont imposé la guerre de l'opium à la Chine, déclenchant une réaction en chaîne qui a conduit à l'affaiblissement et au déclin du pays. Depuis 1949, et surtout depuis 1968, la Chine s'est relevée puis s'est engagée dans une politique de réforme et d'ouverture sur le monde extérieur, menant une industrialisation, une urbanisation et une modernisation massive de toutes sortes. C'est sur cette base que la Chine s'est complètement transformée. Si quelqu'un dans le monde pense que la Chine n'a pas le droit légitime de se développer, de devenir non seulement l'un des plus grands et des plus développés pays du monde, mais probablement le pays leader mondial en matière d'innovation technologique et de ce que l'on appelle récemment la nouvelle productivité qualitative, toujours axée sur l'innovation et la créativité. Alors, probablement, cette personne, homme ou femme, ne sait pas dans quel monde elle vit. Voilà donc, selon moi, le premier cauchemar. Amérique, réveille-toi. Ne t'abandonne pas à ce cauchemar. La Chine est une grande puissance avec laquelle tu dois t'engager pour un bénéfice mutuel. Ne t'inquiète pas à en mourir du fait que la Chine continue de gagner en puissance. Maintenant, le deuxième cauchemar est encore pire. Je pense que Washington craint que si la Chine devient de plus en plus grande, elle écarte les États-Unis du centre de la scène mondiale et impose alors ses valeurs, son système politique, son idéologie aux États-Unis, voire marginalise les États-Unis. C'est là que les États-Unis doivent se désintoxiquer et où la Chine doit vraiment convaincre les États-Unis qu'elle ne cherche pas l'hégémonie. Je pense que le dirigeant chinois devrait faire quelque chose que Deng Xiaoping a fait en 1964 lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, où Deng Xiaoping a déclaré que la Chine ne chercherait jamais l'hégémonie. Il a même rassemblé les délégués dans la salle de l'Assemblée générale, en déclarant que si le gouvernement chinois cherchait un jour l'hégémonie, tous les pays du monde devraient s'unir avec le peuple chinois pour renverser ce gouvernement chinois s'il recherchait l'hégémonie. Je pense qu'il est temps pour la Chine de réaffirmer cette position. Peu importe que la Chine ait été plus faible dans le passé, forte aujourd'hui ou encore plus forte à l'avenir, la Chine ne recherchera jamais l'hégémonie. Cela signifie que la Chine traitera tous les pays, il y a environ 200 pays dans le monde aujourd'hui, sur un pied d'égalité. Et nous voulons promouvoir ce que nous appelons une situation gagnant-gagnant pour tous les pays du monde. Nous voulons être le porte-étendard du libre-échange. Nous voulons faire ce qui est juste. Et nous voulons aider tous les pays du monde à atteindre le développement économique. Le développement économique de la Chine ne consiste pas à maximiser mon propre bénéfice à votre détriment, par exemple. Il s'agit toujours de créer un bénéfice mutuel. Et nous croyons vraiment au libre-échange. Le libre-échange émancipera tous les pays qui y participent. Si l'on regarde cette vague de ce qu'on appelle la guerre mondiale des tarifs réciproques lancée par les États-Unis, c'est une tentative majeure de porter atteinte au libre-échange, voire de le détruire. Alors que la Chine saisit l'occasion, brandissant fermement la bannière du libre-échange et essayant d'en être le véritable champion. Voilà ce qu'est la Chine. La Chine n'est pas une force du mal. La Chine est une force du bien. La Chine veut promouvoir la paix, la stabilité et le développement, non seulement pour elle-même, mais pour l'humanité tout entière.
Eh bien, passons maintenant à cet échange de droits de douane dans la guerre commerciale, comme vous l'appelez. Il y a eu une escalade. Comme le public le sait peut-être, cela fait des semaines et des semaines que nous faisons face à des droits de douane. Et récemment, en Suisse, les États-Unis et la Chine sont parvenus à ce que les médias occidentaux qualifient de trêve, une pause, pour ainsi dire, du moins concernant les droits de douane massifs que les États-Unis tentaient d'imposer à la Chine, à plus de 145%. Mais maintenant, le département du commerce américain, et je vais lire le rapport de Reuters, a publié des directives indiquant que l'utilisation des puissantes puces Ascend de Huawei serait restreinte, je cite, partout dans le monde. Et toute entreprise qui utilise ces puces serait en violation des contrôles à l'exportation des États-Unis. Pourriez-vous parler de cette escalade économique en cours qui semble faire partie des tentatives des États-Unis de contenir peut-être ces cauchemars dont vous parliez? Il apparaît que, même si les États-Unis ont semblé devoir revenir sur les droits de douane, il existe toujours une stratégie économique globale qui inclut ce que nous avons appelé, sous l'administration Biden, la guerre des puces. Parlez donc de cette récente escalade, vos impressions et réflexions sur la façon dont elle s'inscrit dans cette guerre commerciale globale. Eh bien, si nous regardons le monde aujourd'hui, la plus grande prévisibilité est l'imprévisibilité de l'administration Trump. Et la plus grande certitude est l'incertitude de l'administration Trump. Que cela soit une bonne ou une mauvaise chose dépend de votre point de vue. Je pense que c'est une catastrophe, car je considère que les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde, la plus grande économie, si l'on utilise les taux de change officiels comme référence, un pays avec autant de bases militaires dans plus de 100 pays à travers le monde, deviennent une telle source d'irresponsabilité, d'imprévisibilité et d'incertitude. Cela va vraiment bouleverser le monde, car de nombreuses entreprises ne savent pas où ni comment elles souhaitent réaliser leurs investissements à moyen et long terme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette guerre mondiale de tarifs réciproques est la mauvaise guerre pour les États-Unis. C'est pas constructif. Déclarer vouloir rapatrier les emplois manufacturiers aux États-Unis n'aidera pas. Peut-être que le président Trump a un autre objectif, qu'il n'a pas révélé au monde. Nous ne savons pas exactement ce qu'il cherche à faire. Mais lancer une guerre tarifaire d'une telle ampleur, non seulement contre la Chine, mais aussi contre presque tous les autres pays du monde. Je crois comprendre qu'une île inhabitée, peuplée uniquement de manchots, est également visée par d'énormes tarifs. Je ne comprends tout simplement pas quelle est la véritable motivation. Je pense que les États-Unis tiennent un pistolet sur la tempe de chaque pays. Vous devez écouter mes ordres. Vous devez faire tout ce que je vous dis de faire. Maintenant, le président Trump semblait très fier qu'environ 70 pays, et c'est probablement plus de 70 aujourd'hui, aient voulu discuter avec les États-Unis pour entamer des négociations et parvenir à un accord. Je ne vais pas répéter exactement le terme qu'il a utilisé. C'est un peu gênant, mais menacer les autres pays, exiger que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, exiger que le Groenland fasse partie des États-Unis, toutes ces choses sont vraiment contraires à la manière dont les États-Unis devraient se comporter dans le monde en tant que pays très grand et important. Face à ce tarif maximal massif imposé par les États-Unis contre la Chine relève le défi. La Chine veut riposter. Et les États-Unis disent « Non, vous ne devriez pas riposter. Quoi que je vous inflige, les tarifs, vous devez simplement l'accepter et l'avaler. » Non, ce n'est pas ainsi que la Chine va réagir. D'autres pays peuvent avoir leurs propres considérations et calculs
Par exemple, pour décider comment ils réagiront à une telle pression maximale et à un tel traitement de la part de Washington envers leur pays. Mais pour la Chine, si vous la malmenez, si vous exercez une pression maximale sur elle, la Chine ripostera. Si vous giflez la Chine vous rendra la gifle. Si vous braquez une arme sur la Chine braquera une arme sur votre tête. Si vous dites « J'imposerai des droits de douane maximum sur les exportations chinoises vers les États-Unis », la Chine fera de même contre vos exportations. Donc, si nous analysons vraiment toutes ces choses confuses, je pense que le président Trump et son équipe sont probablement partis de certaines présomptions, lesquelles, qu'en imposant des droits de douane maximum à la Chine s'effondrerait. La Chine ramperait par terre en disant « Non, 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 n'imposez pas autant de droits de douane. Vous allez vraiment me créer des difficultés économiques. Beaucoup d'entreprises pourraient fermer. Beaucoup de gens perdront leur emploi, par exemple. » Non, c'est pas ainsi que la Chine se comporte. La Chine se tient droite et dit « Vous voulez lancer une guerre commerciale? Je me battrai avec vous jusqu'au bout. » Et puis, une autre illusion à Washington pourrait être « Eh bien, je peux utiliser un tarif douanier pour bloquer ou interdire une partie, voire la totalité, des exportations chinoises vers les États-Unis, tandis que les exportations américaines vers la Chine auront libre accès au marché chinois. » Non, c'est une pure fantaisie. Si vous voulez bloquer toutes les exportations chinoises vers les États-Unis, il n'y aura plus d'exportations américaines vers le marché chinois. Vous parlez donc de vous exclure vous-même du marché chinois, qui est aujourd'hui le plus grand marché d'exportation au monde et qui deviendra de plus en plus important dans les années et décennies à venir. Les décideurs à Washington devraient vraiment réfléchir aux conséquences, car sur le marché américain, de nombreux produits disponibles sont fabriqués en Chine. Je ne parle pas seulement des smartphones, des vêtements, des habits, des jouets et de bien d'autres choses, de nombreux produits industriels. Et plus important encore, pour l'industrie de la défense, les terres rares et les terres dispersées qui sont raffinées en matériaux pouvant être utilisés dans des armements très avancés. N'est-ce pas? Finalement, je pense que les États-Unis seront jugés pour avoir lancé cette guerre commerciale massive contre le reste du monde sans y avoir vraiment réfléchi sérieusement. Et quel est le but? Si les États-Unis veulent se faire un peu d'argent de poche, par exemple, ils peuvent en gagner autrement, mais en imposant une énorme quantité de droits de douane. Et pire encore, sans dire au peuple américain qu'au final, tous ces droits de douane annoncés n'importe que somater einkeng. C'est en quelque sorte une taxe sur le peuple américain. Je ne pense pas que la Maison-Blanche ait encore eu la décence de rassembler le courage et de dire au peuple américain, oui, attendez-vous à des temps difficiles, car vous devrez payer les droits de douane. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'UE dans son ensemble. Vous, le peuple américain, les consommateurs américains, devez payer les droits de douane. Savez-vous quelle en sera la conséquence? Vous savez, Washington a menacé Walmart. Absorbez tous les droits de douane, ne les répercutez pas sur les consommateurs. Ce n'est pas la pratique du marché. Si le gouvernement perçoit des droits de douane et que les commerçants, comme Walmart, doivent répercuter le coût sur les utilisateurs finaux, cela finit par se répandre et au final, tout le peuple américain doit payer les droits de douane. Cela va provoquer de l'inflation et je pense que cela rendra la vie des personnes de la classe moyenne, voire des ménages à plus faible revenu, encore plus difficile pour les Américains. Donc, de la perspective chinoise, cette guerre commerciale va causer beaucoup de difficultés et de souffrances pour les exportateurs chinois. Mais je pense que nous allons stabiliser la situation, car il y a quelque chose de plus important qu'une simple analyse des pertes et profits économiques.
La Chine considère vraiment cela d'une manière très philosophique. Cette fois, les Américains essayent de détruire le libre-échange. La Chine veut protéger le libre-échange. Nous devons donc rester fermes dans la défense du libre-échange. Le libre-échange est bénéfique. Ne touchez pas au libre-échange. Et en se levant pour défendre le libre-échange, la Chine ne le fait pas seulement pour son propre bénéfice. La Chine agit dans l'intérêt de tous les pays, ainsi que dans l'intérêt fondamental du peuple américain. Les Américains ne veulent pas subir le choc de devoir payer des montants extraordinaires de droits de douane perçus par le gouvernement américain. Par exemple, si la guerre commerciale ne s'apaise pas ou n'est pas réduite, je crains que les stocks aux États-Unis ne s'épuisent et que les rayons des grands magasins ou d'autres commerces ne se vident et que le peuple américain en subisse les conséquences. Et l'on peut également constater que la Chine impose un montant considérable de droits de douane sur les exportations américaines vers la Chine. Et de nombreux produits que la Chine importe des États-Unis, y compris le pétrole, le gaz, le soja et d'autres produits agricoles, peuvent être achetés auprès d'autres pays, le Brésil, l'Argentine, l'Australie, le Canada et j'en passe. Ainsi, les exportations américaines vers la Chine ne sont pas les seules choses que la Chine ne peut pas se procurer sur d'autres marchés. On parle donc d'énormes pertes économiques pour les producteurs et exportateurs américains. Quel est l'intérêt de tout cela? Je suis complètement déconcerté par la logique, la philosophie et la rationalité de cette guerre tarifaire dans l'économie mondiale, surtout contre la Chine. Je pense donc que ce qui s'est passé à Genève il y a quelques week-ends était la bonne chose à faire. Cela signifie qu'il y a encore des personnes sensées et rationnelles à Washington, en particulier le secrétaire au Trésor et le représentant au commerce. Ils voulaient s'asseoir avec leurs homologues chinois pour discuter de cela de manière rationnelle, afin d'apaiser la rhétorique et d'essayer d'adopter l'approche la plus pragmatique possible, essayer de résoudre le problème. Et à terme, le commerce entre la Chine et les États-Unis devrait se poursuivre pour un bénéfice mutuel. Je pense que la Chine était pleinement préparée à faire face à la situation extrême d'une réduction à zéro des échanges bilatéraux entre la Chine et les États-Unis. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis. Et à court et moyen terme, le peuple américain subira des conséquences plus graves, car il sera privé de tous les produits fabriqués en Chine, qu'il peut facilement trouver dans ses magasins. Je pense que Washington devrait vraiment retrouver la raison. Une guerre tarifaire ne résout pas le problème. Maintenant, vous avez évoqué la guerre technologique. Je suis stupéfait de voir à quel point les États-Unis sont prêts à aller loin pour dire « Eh bien, même si nous voulons fermer le marché américain aux produits Huawei, ce qui en soi va à l'encontre des pratiques du marché, à l'encontre du libre-échange dès le départ. C'est une forme d'instrumentalisation du commerce, n'est-ce pas? Mais ensuite, vouloir interdire à l'humanité tout entière d'utiliser les produits Huawei, qui vous en donne le droit. Est-ce Dieu qui vous donne le droit d'interdire à tous les autres pays, soit environ 200 pays dans le monde, d'utiliser les produits Huawei? Quelle est votre relation avec ces 200 pays? Gouvernez-vous ces pays? Dirigez-vous ces pays? Sont-ils vos colonies, par exemple? Ces personnes, environ 8 milliards dans le monde, sont-elles vos sujets, par exemple? Pouvez-vous leur donner des ordres? Qui vous donne ce droit? Vous parlez de démocratie. La démocratie signifie que vous devez traiter votre peuple sur un pied d'égalité avec démocratie. Et ensuite, vous devez traiter tous les autres pays sur un pied d'égalité. Voilà le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'Empire américain où vous dirigez toutes les autres parties du monde comme si elles étaient vos terres soumises et conquises.
Cela ne donne pas une bonne image de la réflexion à Washington. Cela indique en quelque sorte que Washington est probablement tourmenté par certains démons. Vous percevez le monde d'une manière très déformée. Ce n'est pas un test de réalité. Vous devez voir le monde tel qu'il est, composé d'environ 200 pays distincts et indépendants, des nations avec leur propre souveraineté et intégrité territoriale. Chacune a son propre pouvoir de prendre des décisions pour elle-même. Comment pouvez-vous dire que les États-Unis ordonnent à tous les pays de ne pas utiliser les produits Huawei? Personne au monde ne vous a donné un tel pouvoir. Et cela ne fera que se retourner contre vous, car cela signifie que vous êtes vulnérable. Cela signifie que vous êtes en réalité très faible intérieurement. Cela montre que vous avez très peur des innovations technologiques. Cela signifie que vous croyez vraiment que vous n'allez pas gagner cette compétition. La concurrence est en fait une bonne chose. La concurrence à armes égales, sur des bases équitables, doit être encouragée, car cela signifie que l'humanité continue d'avancer et de progresser. Personne n'a le monopole de l'innovation technologique. Personne ne peut monopoliser la créativité de l'humanité. Peut-être pourrais-tu évoquer certaines façons dont cela s'est déjà retourné contre ces initiateurs? Car je le constate partout dans les médias occidentaux, grand public aujourd'hui, en réaction à la guerre commerciale, en réaction à la guerre des semi-conducteurs, qui semble s'être intensifiée à la place de cette pause dans la guerre commerciale. Et l'un des grands récits qui est désormais mis en avant, presque à ma surprise, c'est que oui, ce ne sera pas la Chine qui souffrira le plus. Ce sera en réalité les États-Unis qui seront laissés pour compte. En quoi cela s'est-il retourné contre eux, en particulier dans le domaine de la technologie, où la Chine a bien sûr connu une croissance fulgurante au cours des dernières décennies? Eh bien, je dirais, concentrons-nous sur les puces. Avant la guerre des puces, la Chine dépensait environ 400 milliards de dollars américains chaque année pour importer des puces des États-Unis, du Japon, de la République de Corée et de la province chinoise de Taïwan. Et j'en passe. La Chine n'avait aucun problème à dépenser autant d'argent pour importer des puces. En fait, la Chine dépensait plus pour importer des puces que pour importer du pétrole brut du reste du monde. La Chine ne s'inquiétait pas des puces. La Chine elle-même était l'un des plus grands producteurs de puces, principalement sur le segment bas de gamme, c'est certain. Et la Chine exportait aussi des puces. Avant la guerre des puces, la Chine était l'un des plus grands exportateurs de puces. Mais cela a complètement changé, car sous Trump, puis sous le président Biden, et maintenant à nouveau sous le président Trump, ils se sont concentrés sur les semi-conducteurs. Ils voulaient militariser les puces. Ils voulaient refuser à la Chine l'accès aux puces, surtout dans le domaine des technologies les plus avancées. Alors, quel sera le résultat final? Pensez-vous que la Chine va s'effondrer? Pensez-vous que la Chine va dire « Oh mon Dieu, j'abandonne, je ne développerai plus de puces par moi-même ». Cela oblige la Chine à devenir autonome et indépendante. Cela pousse les 1,4 milliard de Chinois à être très unis, très concentrés sur la réalisation du développement, par exemple, et sur la promotion de la paix, afin de développer leurs propres méthodes de production de puces semi-conductrices de toutes sortes. Cela signifie, selon mon meilleur jugement, que dans quelques années, la Chine n'aura plus besoin d'importer de puces, quelle qu'en soit la nature. Cela signifie que le reste du monde, en particulier les États-Unis, le Japon et la province chinoise de Taïwan, perdront au total plus de 400 milliards de dollars de commandes venant de Chine. Maintenant, le deuxième point est encore plus significatif, comme ça s'est produit pour tous les autres produits en Chine. Une fois que la Chine aura atteint une autosuffisance et une indépendance complète, elle continuera d'exporter vers le reste du monde. Je dirais donc
qu'au moment où la Chine parviendra à une indépendance totale et à l'autosuffisance dans la production et la R&D des puces semi-conductrices, elle deviendra le plus important exportateur de puces de toutes sortes vers le reste du monde. Cela signifie que les prix des puces baisseront considérablement. C'est une bénédiction pour l'humanité dans son ensemble, même si cela pourrait être une catastrophe pour les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis. Mais cela n'est pas causé par la Chine. C'est la conséquence de la mauvaise politique du gouvernement américain. C'est le résultat final de la guerre des puces lancée par les États-Unis contre la Chine. Si l'on regarde l'histoire des dernières décennies, la Chine a démontré à maintes reprises ses capacités. La Chine souhaitait rejoindre la Station spatiale internationale. Les États-Unis ont refusé. Les États-Unis ont même adopté le Wolf Act pour interdire à la NASA et à d'autres agences gouvernementales américaines de collaborer avec la Chine dans les activités spatiales. Cela a contraint la Chine à développer sa propre version d'une station spatiale. Aujourd'hui, la station spatiale chinoise est plus avancée, plus sophistiquée et bien plus moderne que l'ISS. Étant donné que l'ISS devra prendre sa retraite dans 1 an ou 2, la station spatiale chinoise sera la seule station en orbite pour les 10 prochaines années, voire plus longtemps encore. C'est le même cas avec le GPS. La Chine voulait collaborer avec les États-Unis sur le GPS ou avec la version européenne de celui-ci, mais elle s'est heurtée à des refus à maintes reprises, ce qui a forcé la Chine à développer sa propre version Beidou. Aujourd'hui, la version Beidou du système de positionnement global est bien plus sophistiquée que le GPS lui-même. Elle permet un échange bidirectionnel, la transmission de données, une plus grande précision, etc. Ainsi, les États-Unis ont en réalité créé leur propre concurrent en essayant de refuser à la Chine les avantages d'une coopération avec eux ou avec l'Occident dans son ensemble. L'histoire est très simple. Travaillez avec la Chine sur un pied d'égalité. Ne refusez pas l'accès à la Chine, car si vous essayez de lui refuser l'accès, si vous essayez d'étouffer la Chine, vous vous retrouvez face à un concurrent bien plus redoutable. Oui, et cela découle du fait qu'il y a eu tellement de gros titres. C'est presque un tourbillon, étant donné qu'il y a, à mon avis, beaucoup plus d'attention portée à cette réalité que vous décrivez, même au sein des cercles médiatiques occidentaux traditionnels. Dans le New York Times, on parle du fait que la Chine va rendre les États-Unis insignifiants, qu'elle sera la nouvelle puissance dominante. The Economist parle du fait que la Chine est désormais cool. Il y a des streamers qui viennent ici, des streamers majeurs, des personnalités qui viennent ici pour parler de la Chine, montrer la Chine. Le South China Morning Post parle de la dynamique du pouvoir qui évolue, disant que désormais, les États-Unis doivent discuter avec la Chine. Il est nécessaire d'entretenir des relations avec la Chine sur un pied d'égalité total. Parler de ce changement, car il n'y a pas si longtemps, les États-Unis, et encore aujourd'hui bien sûr, dans les cercles de politique étrangère et les médias traditionnels, continuent d'aborder la Chine. Et vous avez d'ailleurs eu des expériences avec les médias occidentaux où l'on parle de la Chine de manière très réductrice, voire dégradante. Mais de plus en plus, on reconnaît la réalité d'un changement profond dans cette relation. Peut-être pourriez-vous en parler. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Comment voyez-vous son évolution aujourd'hui, dans une perspective plus large? Tout d'abord, je dirais que l'ordre international dans lequel nous vivons aujourd'hui a été établi en 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie en Europe et du fascisme japonais dans la région Asie-Pacifique. Il est structuré autour des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ordre international établi en 1945 n'a jamais été conçu pour être un monde unipolaire.
Il a toujours été destiné à être un monde multipolaire. C'est la raison pour laquelle les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies disposent chacun d'un droit de veto. La Chine, les États-Unis, l'ex-Union soviétique, aujourd'hui la Russie, ainsi que la Grande-Bretagne et la France. Ainsi, l'unipolarité n'a jamais été envisagée. La multipolarité a été conçue comme l'ordre international. Depuis 1945, il y a eu des hauts et des bas dans les relations internationales, des mouvements géopolitiques, etc. Mais la Chine a toujours été très présente à la table des grands. En fait, la Chine a été le premier pays à signer la Charte des Nations Unies. Et la Chine a toujours été un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc si quelqu'un, n'importe où dans le monde, essaie de minimiser l'importance de la Chine, notamment depuis 1945, mais disons aussi au cours des 5000 années précédentes, je ne comprends pas ce que cette personne fait. Je pense que si vous manquez vraiment de connaissances, allez dans une bibliothèque numérique, et voyez à quel point la Chine a été présente, contribuant à la civilisation de l'humanité dans son ensemble. Notamment, pas seulement pendant 1 an, 100 ans ou 1000 ans, mais pendant 5000 ans. Voilà la réalité. C'est selon moi la véritable force derrière le renouveau économique de la Chine. Ensuite, je pense que les États-Unis devraient éviter ce que le professeur Paul Kennedy du département d'histoire de la Yale Graduate School appelle la surextension. Il ne faut pas aller trop loin. Quel que soit le pays, grand ou petit, fort ou faible, si vous pratiquez la surextension, vous finirez par être remis en question, car vos capacités ne pourront pas soutenir cette surextension. Et c'est probablement exactement ce qui arrive aux États-Unis. Que le gouvernement américain annonce publiquement une politique interdisant à tous les pays du monde d'utiliser des puces Huawei est un exemple typique de surextension. J'ai mentionné que personne sous le ciel et aucun Dieu dans le monde n'a autorisé les États-Unis à exercer un tel excès de pouvoir. Pratiquer l'excès de pouvoir vous épuisera, finira par vous affaiblir, érodera votre force globale et fera de vous un pays secondaire. Ce n'est pas parce que d'autres pays veulent vous reléguer au second plan, c'est parce qu'en abusant de votre pouvoir, vous vous affaiblissez vous-même. Or, la Chine ne souhaite pas voir le déclin des États-Unis. Je crois que l'essor pacifique de la Chine ne repose pas sur le déclin ou la disparition des États-Unis. Je pense que la Chine et les États-Unis peuvent très bien coexister. Le président Xi Jinping de Chine a déclaré que le Pacifique est assez vaste pour accueillir à la fois une Amérique très prospère et une Chine très prospère. Plus récemment, il a continué à dire que le monde est assez grand pour permettre aux États-Unis et à la Chine de se développer chacun à leur manière, chacun démontrant sa propre réussite. J'espère donc que le monde sera mieux servi si la Chine et les États-Unis se considèrent et se traitent comme des égaux et ne s'adonnent jamais à l'illusion de pouvoir imposer leur Dieu à l'autre. Je pense que le respect mutuel entre la Chine et les États-Unis sera la grande tendance. J'ai même inventé un terme, une Chine joyeuse. L'Amérique, plus la Chine devient une Chine joyeuse. Une Chine joyeuse signifie une Amérique joyeuse et une Chine joyeuse. Et la Chine et l'Amérique réunies deviendront une Chine joyeuse. J'espère donc que cela rendra le monde plus joyeux. C'est pourquoi je veux toujours pointer du doigt ces va-t-en-guerre à Washington et leur dire « Venez à moi ou j'irai à vous. Débattons. Allons vraiment au fond des choses. » Qu'avez-vous à gagner si vous voulez maximiser l'intimidation envers la Chine, si vous voulez imposer la guerre à la Chine, et si vous voulez détruire la Chine? Pouvez-vous vraiment détruire la Chine? Maintenant, si vous me donnez une seconde, je dirais que Washington souffre aussi de ce que j'ai appelé le syndrome Tonya Harding.
Vous savez, Tonya Harding était championne nationale de patinage artistique au début des années 1990. Elle était très préoccupée par Nancy Kerrigan, originaire du Massachusetts. Et finalement, le mari de Tonya Harding et ses complices se sont associés pour frapper le genou de Nancy Kerrigan, la mettant hors d'état de nuire. Tonya Harding a alors continué et a remporté le championnat national. Mais finalement, une fois la poussière retombée, Tonya Harding a été bannie à vie du patinage artistique national aux États-Unis. C'est une histoire triste. Je pense que Washington souffre du syndrome Tonya Harding. Il considère la Chine comme un concurrent potentiel. Il veut, d'une manière ou d'une autre, lui briser les genoux. Cela ne résout pas le problème. La Chine continuera de s'élever. La Chine va véritablement exceller et elle deviendra l'un des pays les plus importants et influents du monde, comme elle l'a été au cours des 5000 dernières années. Nous parlons de la Chine comme étant la seule civilisation à avoir survécu pendant 5000 ans sans interruption de sa culture et de sa civilisation. C'est un véritable phénomène. J'espère que beaucoup de personnes à Washington verront la Chine telle qu'elle est et cesseront de se bercer de l'illusion que la Chine, en tant que civilisation, peut être terrassée, que nous pouvons éteindre la civilisation chinoise, l'anéantir ou la réduire à l'insignifiance. Non, la Chine refuse d'être réduite à l'insignifiance. Eh bien, cela m'amène à cette question alors, Dr. Gao. À mesure que la Chine s'élève, et comme vous l'avez mentionné, il y a ce phénomène de surextension. Et cette surextension des États-Unis ne concerne pas seulement la Chine, qui en est l'un des plus grands exemples, si ce n'est le plus grand, mais bien sûr nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine et ce qui continue de s'y passer, les sanctions contre la Russie. De la même manière, vous avez évoqué la Chine rampant au sol? Non, cela n'arrivera jamais. Suppliez les États-Unis d'avoir pitié. Eh bien, la Russie ne l'a pas fait non plus. Nous voyons des sanctions secondaires contre l'Iran visant la Chine, mais pourtant, ces deux pays poursuivent leur trajectoire de développement et leur coopération mutuelle, notamment dans le domaine de l'énergie, là où les sanctions sont ciblées. Mais une grande question maintenant est la suivante. Alors que l'Occident, avec les États-Unis à sa tête, si l'on peut dire, commence à prendre la mesure de la montée en puissance de la Chine, il y a toutes sortes de discussions sur la Chine et sa propre sphère d'influence. Cela concerne principalement la région Asie-Pacifique, mais en réalité, en ce qui concerne l'ensemble du Sud global et la majorité mondiale, chaque fois que la Chine est évoquée dans les médias occidentaux, c'est généralement présenté comme si la Chine cherchait à établir une sphère d'influence, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Cette coopération n'est pas vraiment une coopération, mais une recherche de domination. Quelle est votre analyse à ce sujet? La Chine, en s'élevant, cherchera-t-elle à établir sa propre sphère d'influence ou agira-t-elle différemment? Je pense que la Chine est un pays qui se concentre vraiment sur le monde dans son ensemble. Vous savez, une sphère d'influence pour la Chine? Non, c'est complètement faux. Je ne pense pas que la Chine envisage le monde en le divisant en sphères d'influence. Pourquoi? Parce que la Chine considère le monde comme une totalité. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial d'environ 140 pays dans le monde, alors qu'il n'y a qu'environ 200 pays au total. Pour les 60 pays restants, la Chine est probablement le deuxième partenaire commercial. Donc il faut voir la Chine comme un pays qui considère le monde dans sa globalité, plutôt que de le diviser en sphères d'influence ou en blocs opposés. Pour la Chine, chaque pays dans le monde, tous les 200 pays, est également important. Par exemple, si le chef d'État d'un petit pays de la région du Pacifique vient en Chine, il bénéficie du même protocole que, par exemple, le président d'un pays beaucoup plus grand.
Il n'y a aucune différence sur le fond. C'est le même protocole, car nous considérons chaque pays, grand ou petit, comme un pays important, comme un pays avec lequel la Chine doit entretenir des relations sur un pied d'égalité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en promouvant le libre-échange, la Chine est désormais la première nation commerçante au monde. Nous disons toujours que si l'on regarde les 10 plus grands ports à conteneurs du monde, 7 se trouvent en Chine. La Chine a aidé le Laos à construire le chemin de fer. La Chine a aidé l'Indonésie à construire la ligne à grande vitesse de Bandung à Jakarta. La Chine aide maintenant la Malaisie à construire le corridor oriental, qui ira éventuellement jusqu'aux côtés de l'océan Indien, par exemple. La Chine aide le Pérou à construire le port à conteneurs le plus sophistiqué à Chancay, au nord de Lima. Et la Chine travaille avec le Brésil pour construire les autoroutes et les chemins de fer reliant la côte atlantique à la côte pacifique, en connexion avec le port de Chancay. Et vous voyez de tels exemples encore et encore. Vous voyez la Chine construire tous ces projets d'infrastructure, etc. Pourquoi? Parce que nous avons commencé la réforme et l'ouverture vers l'extérieur plus ou moins autour de 1978. Et nous croyons en 2 principes. Le premier principe est qu'en construisant une route, nous générerons plus de revenus pour toutes les parties prenantes concernées. Nous voulons donc construire des routes afin de promouvoir l'efficacité et la connectivité. Deuxièmement, on ne peut pas vraiment atteindre une véritable richesse sans développer son industrie. Ainsi, la Chine souhaite toujours construire des usines pour produire quelque chose. Par exemple, plutôt que de consacrer la majeure partie de son temps à l'ingénierie financière. Le développement financier est important, mais il ne pourra jamais remplacer la production industrielle. Nous voulons donc renforcer la connectivité, maximiser la productivité et l'efficacité, et nous assurer que la Chine produit, fabrique et invente des choses à l'avenir. Cela signifie que le monde est une totalité. Le monde ne devrait pas être divisé entre mon camp et le tien, mes sphères d'influence contre les tiennes. Et si vous allez dans n'importe quel pays du monde aujourd'hui, peu importe le lavage de cerveau effectué par les États-Unis, probablement par l'Agence américaine pour le développement international, Voice of America, qui est fermée, et toutes les autres agences, etc. Si vous essayez vraiment d'adopter une perspective pragmatique en regardant la Chine, je pense que vous arriverez à la conclusion que la Chine est une force positive. La Chine promeut le libre-échange et travaille très dur en utilisant son intelligence, ses muscles et ses os pour produire au bénéfice de tous les consommateurs du monde. Et j'avais l'habitude de dire qu'au milieu de cette guerre commerciale maximale lancée par les États-Unis contre la Chine et contre le reste du monde, je veux vraiment demander au peuple américain, en utilisant des produits fabriqués en Chine, en avez-vous réellement tiré un quelconque bénéfice? Vos enfants sont-ils plus heureux avec les jouets fabriqués en Chine? Les chrétiens sont-ils devenus plus spirituels en lisant des Bibles fabriquées et imprimées en Chine? Les patriotes américains sont-ils devenus plus patriotes en saluant le drapeau national des États-Unis fabriqué en Chine? Les athlètes ont-ils mieux performé en portant des chaussures produites en Chine? Vous avez de nombreux exemples montrant que le peuple américain profite réellement des produits fabriqués en Chine. Pourquoi devrait-on avoir honte des produits fabriqués en Chine? Et pourquoi devrait-on être puni pour utiliser des produits fabriqués en Chine? Aujourd'hui, la Chine est le pays leader dans le domaine des véhicules électriques. Et je crois sincèrement qu'à terme, le véhicule à moteur à combustion interne sera remplacé par le véhicule électrique sous toutes ses formes. Les États-Unis devraient vraiment faire ce saut de confiance et adopter les véhicules électriques de toutes sortes, puis progressivement éliminer les véhicules à moteur thermique,
car s'ils ne saisissent pas cette opportunité, toute cette révolution continuera sans les États-Unis. Et à terme, l'industrie automobile américaine deviendra sans importance. Yeah, well, this gets me to Dr. Gao, with what you were saying. Oui, cela m'amène à vous, Dr. Gao, concernant ce que vous disiez sur la situation économique des États-Unis, alors qu'ils s'isolent vis-à-vis de la Chine. J'aimerais que vous en parliez, c'est vraiment important. Nous voyons les États-Unis occuper cette position hégémonique dans le monde, et puis la Chine qui monte en puissance, surtout sur le plan économique, devenant un acteur dominant à sa manière. Mais beaucoup de gens aux États-Unis voient cela différemment. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous avez mentionné les avantages que le peuple américain a tirés de la coopération et du commerce avec la Chine. Et vous avez aussi évoqué le reste du monde qui bénéficie de la coopération avec la Chine. Or, beaucoup de personnes aux États-Unis ont entendu dire que la coopération avec la Chine a en réalité été une forme d'exploitation, que la Chine en a tiré profit à leurs dépens. C'est exactement le récit que Donald Trump développe. C'est, la Chine a raflé tous les avantages, et ce sont les États-Unis, même le travailleur américain, qui ont été laissés pour compte. Et puis bien sûr, il y a les récits dans les médias. Vous avez mentionné Voice of America, mais il y a de nombreux autres exemples. Il parle de coopération avec la Chine venant du Sud global, par exemple, et affirme qu'il y a en réalité de nombreuses conséquences négatives. Quelle est votre réponse à cela? Surtout alors que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire, il semble que le statut de la Chine ait effectivement besoin d'une sorte de réajustement, en ce qui concerne la perception qu'ont les Américains, mais en réalité, le monde entier de la Chine. Je pense que le monde évolue dans une direction très différente. Mais pour les États-Unis en particulier, que dites-vous aux Américains, à qui l'on répète depuis si longtemps que c'est la Chine qui est à l'origine de tant de leurs problèmes? Eh bien, je dirais que depuis 1978, et surtout à partir des années 1980, avec une accélération dans les années 1990, de nombreuses entreprises américaines sont venues investir en Chine. Cela a en fait été l'un des moteurs de l'accélération de la modernisation et de l'industrialisation de la Chine, c'est certain. Et je pense que le peuple chinois était reconnaissant d'avoir reçu des investissements directs étrangers des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, de nombreux pays européens, des pays de l'ASEAN, de la diaspora chinoise, etc., tous contribuant à stimuler la production industrielle chinoise. Mais pour tous ces investissements en Chine, aucun n'a été imposé par la Chine. Personne ne mettait un pistolet sur la tempe des entreprises en leur disant « Vous devez délocaliser en Chine, ou je vous punirai ». Non, tout cela relève de l'économie de marché. Ce sont des décisions commerciales prises par le conseil d'administration, par la direction, etc. Les entreprises multinationales considèrent le monde dans son ensemble, puis elles sélectionnent et choisissent. Elles choisissent le meilleur endroit pour implanter leur entreprise, n'est-ce pas? Et la Chine a vraiment réduit toute la paperasserie, allégé toute la bureaucratie, et s'est largement ouverte pour accueillir les investissements étrangers. Je dirais qu'il y a 40 ans, si un investisseur étranger venait en Chine en disant « j'ai de l'argent », il serait traité comme un roi. Aujourd'hui, si vous venez en Chine en disant « j'ai de l'argent », la Chine ne sourcillera probablement même pas. Que voulez-vous dire? Moi aussi, j'ai de l'argent. Il faut donc dire « j'ai de l'argent et j'ai plus de technologie ». J'ai une marque, par exemple. Je dispose d'un réseau de distribution mondial, etc. Et tout ce que je peux offrir peut être combiné avec les avantages présents en Chine pour créer de meilleurs produits destinés à la distribution, non seulement en Chine, mais aussi dans le reste du monde. Je dirais donc que les entreprises américaines sont venues en Chine au fil des décennies pour deux raisons.
La première est de produire en Chine et de vendre sur le marché chinois, qui est de toute évidence l'un des plus grands marchés au monde. La seconde est de produire en Chine afin de tirer parti des avantages qu'offre la Chine. Au départ, il s'agissait, disons, de la main-d'œuvre bon marché, etc. Aujourd'hui, il s'agit davantage des avantages liés à la connectivité, à la chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Elles produisent donc en Chine et exportent vers les États-Unis ou vers le reste du monde. Même chose pour les entreprises allemandes. Elles sont arrivées plus tôt que les Américains. Elles ont lancé des usines automobiles, etc., principalement pour vendre sur le marché chinois. Mais finalement, ces dernières années, par exemple à partir de 2000 et de façon accélérée après 2010, elles ont trouvé la production en Chine tellement efficace qu'elles ont commencé à produire davantage en Chine pour exporter vers le reste du monde. C'est une décision purement commerciale. C'est un calcul purement économique. Il n'y a aucune motivation idéologique derrière cela. Ce n'est absolument pas une considération géopolitique. Donc je pense que pour le peuple américain, il ne faut jamais croire ceux qui disent que la Chine viole les États-Unis. Non, la Chine ne fait jamais cela. Et je demande toujours aux gens, dites-moi, quel est l'intérêt de violer les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde? Il est absurde d'adopter le mauvais cadre ou la mauvaise idéologie en affirmant que la Chine viole les États-Unis ou que la Chine profite des États-Unis. Deuxièmement, lorsque nous examinons le commerce entre la Chine et les États-Unis, le commerce de biens est une chose. Oui, la Chine a un excédent. Le commerce de services en est une autre. Les États-Unis ont un énorme excédent dans leur commerce de services avec la Chine. Et puis, si l'on regarde les entreprises américaines opérant en Chine, elles réalisent d'énormes revenus, d'énormes profits, qui, combinés, sont supérieurs au total des exportations américaines vers la Chine. On ne peut donc pas adopter une vision unidimensionnelle lorsqu'on examine les relations sino-américaines. Il faut être multidimensionnel et très objectif, en prenant en compte les exportations américaines de biens vers la Chine, les exportations américaines de services vers la Chine, ainsi que les multinationales américaines opérant en Chine, générant d'énormes revenus et profits qui alimentent leurs opérations mondiales. Il existe d'ailleurs un adage selon lequel, alors que General Motors perdait de l'argent aux États-Unis, ses activités en Chine étaient rentables. En réalité, les bénéfices réalisés par General Motors en Chine servent à compenser les pertes subies sur le marché américain. C'est la réalité. Et j'espère que les médias du monde entier deviendront plus objectifs et diront la vérité. Et c'est la réalité à laquelle je fais face presque quotidiennement. Je pense que nous devons être objectifs. Nous devons comprendre pourquoi les entreprises américaines, européennes, japonaises et chinoises basées à Taïwan viennent investir en Chine. Qu'est-ce qui les attire en Chine et comment y performent-elles? Quels sont les avantages pour les entreprises américaines et pour la société américaine dans son ensemble? Et finalement, lorsque les Américains achètent des produits fabriqués en Chine, sont-ils forcés par un pays qui les menace en disant « vous devez acheter des produits fabriqués en Chine », etc. Leur dit-on de ne pas acheter de produits fabriqués dans d'autres pays? Non, c'est un choix libre. Je pense que c'est la liberté de choix du peuple américain. Et c'est la liberté de choix pour tous les pays du monde. C'est pourquoi, pour les 140 pays du monde qui considèrent la Chine comme leur principal partenaire commercial, personne n'a été menacé avec une arme pointée sur la tempe, en se faisant dire « traitez uniquement avec la Chine, achetez uniquement des produits chinois ». Et lorsque vous vendez vos marchandises au reste du monde, ne les vendez à aucun autre pays, vendez uniquement à la Chine. Non, nous pratiquons le libre-échange. Nous pratiquons la véritable liberté et la véritable autonomie dans nos échanges.
Le commerce est une bonne chose. Le commerce est libérateur. Le libre-échange en soi est une émancipation. Ma dernière question pour vous, Dr. Gao, est la suivante. Le monde est en train de changer. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la multipolarité et un monde multipolaire au cours de cette conversation. J'aimerais connaître votre point de vue sur l'avenir du monde multipolaire et le rôle que la Chine y jouera. Étant donné que nous faisons face à d'innombrables crises dans le monde, notamment, je couvre le conflit en Ukraine, ce qui se passe en Asie de l'Ouest, à Gaza, etc. Et bien sûr, il y a aussi ce qui se passe ici dans la région Asie-Pacifique et la menace de conflit qui y plane. Quelle est donc votre analyse et votre évaluation de l'avenir du monde multipolaire alors qu'il continue de se développer au milieu de ces défis et quel sera le rôle de la Chine dans ce contexte? Eh bien, quand on regarde le monde aujourd'hui, ce qui m'empêche vraiment de dormir la nuit, c'est que si les grandes puissances mondiales, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ne coopèrent pas, alors la véritable compétition ne sera pas entre la Chine et les États-Unis, ou les États-Unis et l'Europe, ou le Japon, etc. La véritable compétition sera finalement entre l'intelligence artificielle et Homo sapiens. Cela signifie que l'humanité dans son ensemble pourrait devenir moins pertinente dans le monde. Et à terme, l'IA déclarera probablement son indépendance vis-à-vis de l'humanité et soumettra réellement Homo sapiens en tant qu'espèce subordonnée. Peut-être que certaines personnes aimeraient voir ce phénomène se réaliser, mais je ne veux pas que cela arrive. Je souhaite voir les grandes puissances, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Chine et les États-Unis, coopérer plutôt que d'armer l'IA. Car je pense que si un pays cherche réellement à militariser l'IA ou à transformer l'intelligence artificielle en intelligence américaine au lieu d'une intelligence artificielle au service de l'humanité, tôt ou tard, et très probablement plus tôt que tard, l'IA s'affranchira de l'humanité. Et cela entraînerait probablement la disparition de l'Homo sapiens. Ce cauchemar ne doit pas être écarté. Nous devons tous travailler ensemble pour nous assurer que cette possibilité ne devienne pas réalité. Et cela nécessitera une coopération très étroite entre tous les pays, en particulier les principaux pays dans le domaine de l'IA. C'est pourquoi je suis très attristé de voir qu'à la conférence sur l'IA à Paris, lorsque l'on a évoqué cet accord international, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer l'accord sur la coopération internationale pour la gestion de l'IA. Cela pourrait être un tournant qui mènera finalement l'IA à s'éloigner de l'Homo sapiens. C'est le plus grand cauchemar que j'ai en ce moment. En dehors de cela, je suis fermement convaincu de l'inévitabilité de la paix entre la Chine et les États-Unis. Et je marche partout. Je vais dans chaque pays pour parler de l'inévitabilité de la paix. Et je deviens un défenseur tellement convaincu, m'opposant à la guerre entre la Chine et les États-Unis, tout comme je m'oppose à la guerre entre n'importe quels autres pays ou contre n'importe quels autres groupes de personnes dans le monde. Donc, je pense que si nous croyons fermement à l'inévitabilité de la paix et que nous déclarons tous que le scénario destiné à la guerre, appliqué à la Chine et aux États-Unis, est une erreur, cela n'arrivera pas. Mais il nous faut alors promouvoir des moyens pacifiques de résoudre tous les problèmes. Et entre la Chine et les États-Unis devront préciser plus clairement ce qu'ils veulent réellement obtenir. S'ils veulent maintenir la Chine à terre, ça n'arrivera pas. La Chine refuse d'être tenue à l'écart. Si les États-Unis souhaitent rapatrier des emplois manufacturiers, la Chine peut les y aider. Si les États-Unis veulent se préparer à une éventuelle crise financière comme celle de 2008, la Chine dispose de toutes les ressources nécessaires pour aider
ou même renflouer les États-Unis si une telle crise devait se reproduire. Je ne pense pas qu'il existe d'autres pays ou groupes de pays ayant les capacités et les moyens dont dispose la Chine, mais il faut inciter la Chine à se préparer, à agir dans le bon sens pour aider à renflouer les États-Unis si ceux-ci devaient être frappés par une nouvelle crise financière internationale comme celle de 2008. J'espère que cela n'arrivera jamais. Mais si cela se produit, ce sera le moment de vérité pour savoir si les États-Unis seront capables d'obtenir le soutien de la Chine, comme l'a fait le secrétaire au Trésor Hank Paulson en 2008. Et j'espère que la secrétaire au Trésor Yellen fera ce qu'il faut pour s'assurer que la Chine et les États-Unis ne se déchirent pas, mais soient prêts à coopérer, maintenant, en temps normal, en temps extraordinaire, ou pire encore, en période de grandes catastrophes et de grandes crises. Je crois fermement que la Chine et les États-Unis doivent coopérer, se traiter comme des partenaires et maximiser les bénéfices pour le peuple américain, ainsi que pour le peuple chinois. L'humanité s'en portera mieux, surtout si nous pouvons conserver notre position de leader dans le monde tel que nous le comprenons et refuser d'être subjugés par une intelligence artificielle incontrôlée. Dr. Victor Gao, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici à Pékin pour avoir cette conversation. J'espère qu'il y aura davantage de coopération, non seulement entre vous et moi, mais aussi entre les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Thank you for having me.